Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Philippe. Philippe, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, je m'appelle Philippe Boukobza, je suis facilitateur visuel, c'est-à-dire que j'essaye de faciliter l'usage des outils de pensée visuelle, aussi bien par des professionnels dans le monde de l'entreprise que par des formateurs, des enseignants, des pédagogues. Et ceci se traduit par diversité d'activités qui va depuis la facilitation graphique jusqu'à l'organisation de cours spécifiques, de formations spécifiques sur des techniques visuelles. Et ça, c'est mon activité. En fait, c'est le fruit d'une évolution parce que j'ai commencé comme enseignant. Ensuite, j'ai été formateur en entreprise. Et ensuite, j'ai été consultant dans le monde des ressources humaines, puis de l'innovation. Et finalement, tout ça m'a conduit de plus en plus à recentrer mon chemin vers le monde de la pensée visuelle. Et la porte d'entrée, pour moi, ça a été, il y a plus de 15 ans, la carte mentale, le mind mapping, qui a été ma porte d'entrée vers l'utilisation des outils de pensée visuelle. Je suis un passionné. J'essaye de transmettre cette étincelle, cette motivation, parce que j'ai vu que ça fonctionne pour moi, mais autour de moi. J'ai plein d'histoires de succès à raconter avec les outils visuels. Et donc pour moi, c'est des outils qui facilitent les choses, qui vont te permettre de réaliser mieux, plus facilement, les choses avec plus de motivation. C'est pas une finalité en soi l'outil, c'est-à-dire que une belle carte mentale ou une belle sketch note ou une belle planche graphique, la finalité c'est autre chose, c'est faciliter la communication, construire le plan d'une intervention, d'un travail. C'est des outils qui vont aider dans le processus, mais les outils eux-mêmes et ce qu'ils produisent ne sont pas une finalité. Voilà, c'est quelque chose qui va nous aider. Et donc c'est en ce sens-là que le mot facilitateur me convient le mieux parce que ça rend les choses plus simples, plus faciles, plus claires. C'est ça le but aussi. Donc il y a vraiment quelque chose que je veux faire, c'est motiver aussi pour que les gens aient envie, euh, aient envie de faire des choses, aient envie d'apprendre. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler de ces pratiques, de ce qu'on peut en retenir, de partager mon expérience et j'espère vous donner envie d'entrer dans cette approche, quoi. Voilà un petit peu qui je suis. Eh bien écoute, très bien Philippe. Et donc, par quoi tu veux commencer alors ? Par expliquer un peu ce que c'est que la facilitation visuelle, parce que beaucoup, en fait, sur le plan de la communication, le mot facilitation visuelle, il est nettement en arrière par rapport à l'expression facilitation graphique, qui est le plus connu. Mais en fait, la facilitation graphique, c'est vraiment centré sur le fait de faire des choses en direct, faire des choses en direct ou en différé, mais réaliser des visuels pour des groupes, pour améliorer les échanges, les débats, l'intelligence collective des groupes. Ça fait partie de la facilitation visuelle, mais nous, dans la facilitation visuelle, en étant les pratiques, à aussi transmettre des outils, rendre les personnes autonomes dans l'utilisation de ces outils, donner envie. Et donc, ça élargit la palette vers le monde du logiciel, ça élargit la palette vers le monde de choses très simples à réaliser, alors que la facilitation graphique demande quand même une maîtrise quand même des techniques graphiques, un minimum quand même. Et donc, autour de cela, il y a tout un univers, et c'est cet univers très ouvert auquel on peut les rattacher à la facilitation visuelle, qui est plus large et peut-être la porte d'entrée beaucoup plus simple que la facilitation graphique, qui est liée. En fait, c'est très lié, mais visuel, ça élargit je dirais, à davantage de pédagogie. On transmet les outils aux autres, davantage.
Donc D'accord. c'est ça l'univers de la facilitation visuelle. C'est presque, moi je l'avais, quand j'ai commencé à vraiment vouloir transmettre ces outils-là, je l'ai rattaché comme un langage, comme une langue dans laquelle on peut progresser, on peut être débutant dans une langue intermédiaire, avancée. Évidemment, comme une langue, une seconde langue, si tu pratiques pas, ben, tu perds un peu la main, donc il faut pratiquer. Mais c'est aussi quelque chose qui va aider à communiquer. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est très proche de l'acquisition d'une deuxième langue, troisième langue. C'est un outil de communication, d'ailleurs, qui facilite les échanges dans les groupes humains, dans les entreprises, dans les associations, dans les administrations. C'est un peu ça la finalité, hein, favoriser les échanges entre les personnes, mais aussi que les personnes eux-mêmes soient en situation de réussite grâce à l'utilisation de cette langue un peu spéciale qu'on appelle la pensée visuelle. Alors, D'accord. oui, Et je vois même, pour moi, tu vois, c'est présent dans ma vie, dans la façon oui, dont je vais faire des choix. Quand j'ai des problématiques personnelles, pas forcément que professionnelles, j'utilise des techniques de pensée visuelle pour justement modéliser un peu ça et puis oui, m'éclairer, me faciliter la prise de décision. tout à fait. En fait, c'est quelque chose qui reformule d'une façon différente. C'est-à-dire que on est habitué par plusieurs siècles, hein, depuis l'invention de l'imprimerie, à consigner la connaissance sous forme de texte, principalement. L'image revient de plus en plus et la pensée visuelle n'élimine pas du tout le texte ou la pensée verbale, on va dire. La pensée visuelle combine ça avec des schémas, des structures, des dessins, des éléments graphiques, des couleurs, des effets visuels comme des ombrages, euh, et des effets qui aident à des techniques qui aident à hiérarchiser l'information. Et donc il y a une notion aussi de schématisation. Et c'est récemment en explorant en fait le site de la fondation Edutopia. C'est une fondation qui a été pour l'éducation, qui a été créée par le créateur de La Guerre des Étoiles, George Lucas. Donc il a investi une bonne partie de sa fortune dans une fondation pour l'éducation. Et donc sur leur page web d'Edutopia, on voit ils font un suivi des recherches qui sortent régulièrement sur euh, l'éducation, l'apprentissage, la mémorisation. Et récemment, ils ont publié, j'ai été vérifier l'information, il y a une étude qui a été faite sur des élèves de, on va dire, une douzaine d'années, et on s'est rendu compte, ça a été donc fait par un groupe de chercheurs, que ceux qui schématisaient comprenaient beaucoup mieux des textes scientifiques. Par exemple, ils arrivaient à beaucoup mieux se rendre, leur niveau de compréhension augmentait, et ça a été fait pour plusieurs groupes d'enfants, et ça a donné les mêmes résultats. Et en fait, on se rend compte que ceux qui schématisent, en fait, se réapproprient d'une certaine façon la connaissance, l'information, et c'est ça qui va être un élément de réussite. Donc, la pensée visuelle, ça nous aide à schématiser, à faire appel à toutes les métaphores possibles qui sont des systèmes d'ancrage aussi pour la mémorisation, mais ça va aussi rendre l'information plus concrète, puisque un schéma, un dessin, ça n'a pas besoin d'être artistique, va rendre les choses beaucoup plus concrètes. Il y a un exemple aussi récent, mais là on est plus dans l'action. Euh, il y a eu des reportages, même un film qui a été fait par Jean-Jacques Hano sur le sauvetage de Notre-Dame de Paris, euh, qui a été vraiment quelque chose de très périlleux. Et puis on est passé à deux doigts d'une catastrophe nationale parce que elle aurait pratiquement pu s'effondrer si l'intervention des pompiers de Paris n'avait pas été en fait c'était pas traduite par un succès. Un des éléments clés de cette intervention, ça a été le dessinateur d'intervention qui vient et qui fait le tour en quelques minutes des bâtiments. Et il se crée une image mentale et après il schématise devant les pompiers. Il leur dit voilà, enfin lui c'est un pompier lui-même. Hein. Il leur dit voilà, d'après ce que je vois, c'est par là il y a le plus de danger, il faut attaquer par là, etc. Et depuis, il y a environ 17 dessinateurs d'intervention aux pompiers de Paris. Je crois que c'est en train de s'étendre à toute la France. Ils font gagner du temps, ils aident à schématiser, à intérioriser de façon visuelle la situation. Et comme ce sont des pompiers expérimentés, ils parlent le langage
de leurs collègues et ça leur permet d'être plus efficaces, de sauver des vies, de sauver des bâtiments. Et on se rend compte que le fait de penser comme ça dans sa tête, en images, en schéma, eh ben, c'est carrément un avantage. Et moi qui interviens dans pas mal d'entreprises où ils essaient de développer la démarche agile, l'agilité, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'outils visuels qui sont utilisés par les équipes qui cherchent la démarche agile. Et ces outils visuels, bah, ils aident à être plus efficaces ensemble. Donc je crois que aussi bien pour une personne à titre personnel pour mémoriser, pour comprendre, mais aussi pour les groupes, il y a une dimension efficace et puis motivante parce que il faut dire que nous sommes dans un moment clé de l'histoire en fait parce que on est à un moment où jamais on a produit autant de connaissances, mais pas forcément de la connaissance ou de l'information, je dirais qualitative, parce qu'il y a de la connaissance, mais aussi de l'information de très basse qualité qui est produite. Et le numérique a accéléré la création de très grands, un très grand volume d'informations et il y a une saturation. Donc, en allant à l'essentiel, c'est un peu le but aussi des outils visuels, hein, et Ouais. en schématisant, en se réappropriant carrément à la main les choses, ben, il se passe une prise de hauteur, une analyse personnelle où on est beaucoup moins manipulable quelque part et on prend la main. Je prends l'expression, on prend la main sur les choses et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans un flot continu et croissant d'informations et ça peut être vraiment un bel outil, enfin une bonne boîte à outils, le visuel pour se mettre en position voilà, de mieux comprendre, de mieux analyser. Comme tu le disais, tu peux prendre des décisions aussi en prenant le temps de poser les choses. Et donc, ce sont des outils aussi de stratégie et de prise de décision. Il y a pas mal d'applications. Mais il y a aussi une palette d'outils énorme, hein, parce que moi je parlais du mind mapping. Après, il y a eu effectivement depuis 2012 la montée en puissance du sketchnoting, donc la prise de notes visuelle. Et il y a des outils aussi qui ont fait leur preuve, comme la carte conceptuelle, l'utilisation de métaphores pour expliquer des choses avec des schémas, avec une grande métaphore, comme une des plus connues, c'est l'iceberg, où Oui. on dit voilà ce qui est visible, ben voilà ce qui n'est pas visible. Il y en a des centaines de métaphores comme ça où dans l'agilité, le speedboat, c'est le bateau là, avec l'ancre, l'équipe, la voile, etc. Mais il y a plein d'outils comme ça qui permettent de faire appel à l'image, au dessin. Et donc ils aident quand même à rendre les choses plus concrètes que c'était juste des mots ou juste un discours. Et on voit apparaître aujourd'hui des nouvelles pratiques comme le parler dessiné, c'est-à-dire que tu expliques quelque chose et en même temps tu le dessines de façon schématique, hein. On n'est pas dans l'artistique parce que c'est pas le propos. Euh, un des pionniers, c'est un ancien ministre du gouvernement Clinton qui est prof à Berkeley aux États-Unis d'économie. Euh, je crois que c'est Stephen Reich. Son prénom, je sais plus, mais son nom c'est Reich et il est donc connu qu'il dessine pendant ses cours et du coup ses étudiants se mettent à dessiner aussi et ça fait un carton. Il explique des choses complexes en économie, en parler dessiner et je sais que je connais aussi un certain nombre d'enseignants qui utilisent cette technique. Alors peut-être pas tout le temps dans leur formation ou leur cours, mais à certains moments ça peut vraiment être décisif. Et ce que finalement ce que font les dessinateurs d'intervention auprès de leurs collègues, c'est du parler dessiner, c'est qu'ils dessinent et ils expliquent en même temps. Donc quelque part, ça nous met en position d'être des super communicateurs aussi. Oui, puis en vérité, t'oses pas trop prendre la parole quand t'es pas sûr d'avoir compris, alors que le schéma, le dessin, d'abord te permet de poser des questionnements, dire ah tiens, mais là, à cette étape, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si tu as dessiné Oui, des étapes. Et je trouve que, enfin, pour moi, pour l'utiliser dans ma pratique professionnelle, et là, on parle d'une interaction avec des gens, très souvent, je trouve que ça facilite l'échange. On n'est plus dans un monologue, on est dans une appréhension de quelque chose qui nous est familier, qui nous est facile à reconnaître. Et je trouve que ça, enfin, moi, pour l'avoir fait, on va en prendre un exemple, j'explique quelque chose de façon un peu magistrale, et le cours d'après, sur une autre session, avec d'autres personnes, je fais que je le dessine et après, je leur dis, bah, expliquez-moi ce que vous voyez. Et ça change tout. C'est vraiment. Alors que le ça change sujet, tout. c'est le même, hein, c'est les mêmes informations, mais ça change tout dans leur engagement et dans la capacité qu'ils ont à l'appréhender et à le mémoriser. Oui, et alors là, on se retrouve quand on fait ça avec on va dire un point de vigilance, c'est-à-dire que
il faut que les personnes, enfin les apprenants s'autorisent à utiliser le schéma, le dessin, et arrivent à vaincre l'idée que voilà, je dessine mal, je sais pas dessiner. Et donc il y a des petites techniques qui viennent du monde de la pensée visuelle, de la pensée design, qui est aussi un courant proche, qui aide à se réconcilier avec le fait qu'en quelques traits, on a quelque chose qui nous permet de nous expliquer, de se faire comprendre. Et donc c'est mettre les gens en confiance sur leur capacité à utiliser le schéma, le dessin. Et ça c'est une partie de l'activité de la facilitation, c'est de mettre les gens en position de se dire, bah oui, moi je peux le faire et je vais le faire. Et oui, Je pense à quelque chose tout à l'heure, tu me parlais de langage, tout ça, et on se crée un petit peu notre dictionnaire de mots, de comment on s'y prend, comment je pourrais m'y prendre, moi, si je voulais développer ça, essayer. Qu'est-ce que tu me donnerais comme tips pour mon oui, prochain cours où je voudrais introduire, bien sûr, un peu de facilitation graphique? Comment tu me dirais de m'y prendre? regarde, c'est une technique très simple qui demande juste de se poser un petit peu et de dire, voilà, dans mon cours ou dans ce que je vais faire, dans ce que je vais expliquer auprès des autres, je- voilà les grands concepts en fait auxquels je pense et trouver des images, une espèce d'iconographie très simple qui pourrait s'inscrire dans cette thématique. C'est en fait créer en fait un petit univers d'icônes, de dessins simples qui va pouvoir, qui a à voir avec ce contenu. Ça, c'est une technique qu'utilisent les facilitateurs graphiques avant d'aller, par exemple, lorsqu'on va dessiner en direct pour faire une fresque pendant qu'il y a une réunion, par exemple, on crée une banque d'icônes potentielles, préalables, qu'on va peut-être pouvoir utiliser et qui va faire qu'on sera plus à l'aise pour l'expliquer graphiquement, pour le mettre en langage visuel, parce qu'on aura anticipé un petit peu les images qui peuvent surgir sur ce sujet. Même si après, il y aura peut-être d'autres qui vont surgir. Mais en fait, se créer une petite bande de quelques dizaines, douzaines d'images, ça c'est le minimum, qui va pouvoir en fait s'inscrire dans le récit, dans l'explication. Et ça c'est assez facile à faire parce que finalement, ça surgit assez facilement parce que on n'a pas besoin de faire des images très bien dessinées. Ça peut être un point d'exclamation comme entouré d'un triangle comme la signalétique routière. Ça peut être un smiley. Ça peut être une flèche avec une forme. On peut partir de là, ça c'est le début du langage visuel. Et après, si on veut faire des choses plus complexes, eh ben, on va aller voir sur le web, on va trouver quelques images qui sont facilement dessinables et on va les dessiner pour les avoir en tête. Et cette espèce, entre guillemets, d'anti-sèche nous permet après d'avoir de quoi mettre du visuel dans notre explication. Voilà les astuces. Les points de friction que moi j'ai rencontrés, c'est quand je parle, j'ai un rythme et dès que je veux l'accompagner de dessin, en vérité, je casse mon rythme. Je suis moins rapide D'accord, parce que je suis dans mon d'accord. dessin. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est un point de friction. Enfin, c'est que moi et j'ai Ah, l'impression, tu oui. vois, que je perds un peu le fil de mon Mm. explication et que je ralentis ce que je fais. Il y a des petites méthodes, il y a que moi où tu as déjà rencontré ça, toi, Ah Philippe? non, non, c'est ce que tu dis là, c'est carrément, c'est universel, quoi. Je veux dire, on se reconnaît. Alors il y a des méthodes. Une des méthodes un peu les plus traditionnelles, c'est pas la meilleure forcément, c'est de faire une présentation où là les images sont déjà préparées. Pour Oui. faire, en fait, illustrer ton propos d'illustration ou d'image que tu as créé, enfin, tu as assemblé digitalement sur un support que tu vas faire passer au fur et à mesure de ce que tu dis. Ça, c'est classique. Le faire en dessinant, ça va ralentir effectivement, je pense, le débit. Ça serait peut-être avoir, il y a une astuce, hein, ça serait par exemple si tu penses que tu vas toucher trois, quatre sujets importants, euh, ben c'est faire un visuel qui est un peu synthétique que tu expliques. Par Ouais. exemple, et ça je l'ai vu dans plusieurs organisations, ça s'utilise. Par exemple, une carte mentale ou une sketch note synthétique que tu vas expliquer parce que cette sketch note, cette carte mentale ne peut pas se permettre d'avoir tout le détail. Toi, tu vas ajouter tout le détail, tout le storytelling, tout ce que tu peux faire vivre, mais les points clés seront déjà visuellement représentés. Donc, tu n'as pas besoin de les dérouler ou de les redessiner. Et ce que les gens apprécient beaucoup, c'est que lorsque ce support que tu vas présenter, il est fait à la main. C'est très apprécié. Il y a un côté d'humanisation de la chose
que par rapport à quelque chose avec une trop belle infographie, par exemple, trop parfaite. Je sais ce que ça me produit chez moi. Je me dis, bon sang, il a fait des efforts pour le faire parce que je mesure par rapport aux efforts qu'il me faudrait à moi pour le faire. C'est ça, ça me Et, fait ça à chaque fois. oui, et puis alors si en plus tu as un peu, on va dire un petit peu astucieux, tu vas dire je vais le faire d'une façon que les gens vont penser qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. C'est un Oui, peu ma démarche. Moi, je travaille tous les jours le dessin, mais en formation, je me mets à dessiner d'une façon accessible pour qu'ils voient le chemin. Ils voient qu'on peut se prendre le chemin, ils peuvent le faire. oui, Euh, J'essaie pas de faire des superbes sketch notes en formation, des superbes cartes mentales, parce que c'est créer en fait un fossé. oui, Hein, c'est comme si un prof de guitare il se met à jouer du flamenco à fond. Tu peux y arriver un jour, mais lui, s'il te montre des accords simples, des progressions simples en guitare, tu te dis, moi je peux le faire ça bientôt, bah, il te met sur le chemin. Mais si tu montres tout de suite les gestes les plus techniques dans ta démarche, effectivement, tu vas en décourager plus d'un, plus d'une. Donc c'est, pour répondre à ta question, faire une image synthétique plutôt à la main et dans un style en plus qui donne envie aux autres de s'y mettre. ouais, C'est un ouais. petit peu ça. Et tu nous as parlé de plusieurs choses. Tu nous as parlé de carte mentale, de Oui, sketchnote, de mind map, oui. Art conceptuel. ouais, Oui, carte conceptuelle. Tu peux nous donner des exemples de l'usage de chacun en oui, formation, bien sûr. à quoi on pourrait l'utiliser? Alors, par exemple, la carte mentale, c'est un très bon support pour se préparer, c'est-à-dire pour avoir l'image d'ensemble et le déroulé de la formation. C'est un très bon support pour intervenir d'une façon plus fluide parce que tu as construit tout, tu as modélisé les choses d'une certaine façon très organisée. La carte mentale peut être aussi une façon de donner de la méthodologie aux apprenants. Tu peux l'utiliser pour leur dire, voilà, vous pouvez prendre des notes avec la carte mentale, résumer des contenus, des cours, des formations. Le sketchnote a une dimension plus dans le lâcher prise, plus dans le fun, plus dans la créativité. Et je pense que le sketchnote, je pense qu'en formation, enfin, sauf si on fait une formation au sketchnote, il est un peu ambitieux de prétendre que les apprenants ils se mettent à sketchnoter directement ce qu'on va leur dire. Par contre, leur dire qu'ils peuvent faire des synthèses sketchnotées et les partager ou même le faire en commun. Moi, je l'ai fait avec des élèves ingénieurs. Ils présentaient des projets, ils faisaient des grands sketchnotes en commun qu'ils utilisaient après pour présenter des projets dans un temps différé, c'est pas en temps direct, mais dans le temps, on leur laisse du temps. Ils peuvent faire des belles sketchnotes qui vont avoir un côté plus artistique. Euh, la carte conceptuelle, c'est une façon en fait, de consolider les connaissances en construisant les liens entre les concepts clés, les points clés d'un sujet. Et c'est très bien à faire en groupe parce que les groupes vont se mettre d'accord, valider les liens, la hiérarchie, la façon dont tout est articulé. Et donc c'est peut-être quelque chose de plus cartésien, mais c'est quelque chose qui a vraiment une bonne vertu pédagogique de consolider la connaissance et la compréhension d'un sujet. C'est utilisé aussi par certains enseignants universitaires, surtout avec des groupes pour l'évaluation. Euh, Dire voilà, je vous donne ce sujet, voilà les mots-clés, voilà l'information. Maintenant, faites-moi une carte conceptuelle dessus en groupe. Et l'enseignant, le formateur va se rendre compte s'ils ont bien compris, ils ont bien articulé les choses. Ah C'est un oui, outil de cohérence. oui. Euh, Après, il y a aussi d'autres outils. Moi, j'ai travaillé aussi avec des étudiants pour qu'ils apprennent à maîtriser l'infographie. L'infographie, donc ils passent par la main, ils schématisent, ensuite ils font une version au propre. Ça peut être un outil pour réaliser un travail de fin de module, par exemple, à plusieurs. Faites une infographie sur un sujet. Ça veut dire qu'ils ont synthétisé, ils ont hiérarchisé, ils ont créé une version pédagogique du contenu. Et tout le monde sait que lorsque on demande à des apprenants de devenir pédagogues, d'expliquer aux autres, Hmm. eh bien là, ils vont approfondir, ils vont un peu encore plus intérioriser la connaissance. Donc ça peut être aussi en digital. Et puis moi j'utilise aussi le storyboard comme autre outil pour mettre dans une histoire le focus sur des moments clés. Ça les aide aussi à voir les choses d'une façon plus synthétique et à faire du récit, ce qu'on appelle du storytelling. C'est-à-dire mettre en récit, souvent c'est en groupe, on peut le faire seul aussi, une situation, un process, et ça crée vraiment une dimension motivante parce qu'on rentre dans le récit, dans les histoires. Et si c'est bien expliqué, si c'est bien fait, ça crée un ancrage
très durable. D'ailleurs, moi, enfin, je sais pas si c'est ton cas, Laurent, mais moi, je me rappelle de profs qui nous racontaient des histoires. Bah oui. C'était même des profs de maths, hein. Ils nous racontaient des choses sur telle formule mathématique, tel mathématicien, etc. Et donc là, j'ai un ancrage beaucoup plus profond que si la personne m'avait donné l'information froidement. Donc, en mettant du storytelling, notamment avec le storyboard, on peut mettre là une technique qui va permettre de se rappeler à long terme. Et puis après, tu as d'autres outils. Moi, je me suis aussi formé à la méthode Lego pour les situations d'entreprise. Et le Lego, c'est une façon aussi de faire de la pensée visuelle, mais en utilisant le 3D, la construction. Et donc, on peut aussi utiliser le Lego. Alors, c'est utilisé en école d'ingénieur, beaucoup pour modéliser des situations de production industrielle, mais on peut l'utiliser pour des récits, pour expliquer des situations de groupe. Donc, le Lego aussi va être utilisable. Alors là, il faut disposer de matériel et de temps. Mais je sais que, par exemple, je connais une professeure de sciences politiques dans l'éducation supérieure qui utilise des Lego avec ses étudiants pour modéliser des situations de conflit. Donc, alors, on est bien dans un moment on va dire de la formation qui est précis. On ne peut pas utiliser le Lego tout au long de la formation sur plusieurs séances. Ça va être, enfin, je veux dire, car 100% Lego une formation sur plusieurs séances, c'est C'est un peu un peu fatigant. difficile. Donc ça va être ça va arriver à des moments précis. Ensuite, bien sûr, il y a le mind mapping collaboratif par logiciel qui est assez puissant pour pouvoir construire ensemble des cartes mentales, par exemple. Et puis maintenant, on voit des outils de création de contenu comme Geniali qui permettent de faire du contenu digital, dont on l'infographie, de la présentation en collaboratif aussi, ou Canva. Donc il y a des outils aussi digitaux qui permettent de donner une version un peu plus, on va dire, numérique à tout ça. Mais l'essence de la pensée visuelle est avec la main. Même si un jour on passe par les outils digitaux, l'essence est à la main. C'est là qu'elle a été créée. Enfin, c'est dans ce contexte qu'elle a été créée. Et je pense que ça nous permet aussi de nous distancier les écrans en travaillant à la main. Oui. Donc les usages sont très divers. Euh, voilà. Alors moi, par exemple, une technique très simple qui peut s'utiliser en carte mentale, je l'ai utilisé aussi même avec des adultes, c'est mélanger euh, banque de mots et leur demander de construire une carte mentale. Ils vont identifier, ils vont entre guillemets clusteriser des mots, on va dire ceux-là ils appartiennent à telle catégorie, et dans telle catégorie ils vont être sous tel mot valise, et c'est une façon de réorganiser de l'info et de leur donner la capacité de hiérarchiser, de structurer rapidement. Donc on peut prendre une banque de mots sur un sujet qui est étudié et demander à des étudiants, aux apprenants, de remettre ça dans l'ordre. On fait une salade et on fait une carte mentale bien organisée en remettant de l'ordre et du lien dans ces mots. C'est utilisable aussi en carte conceptuelle, ça par exemple. Tu vois, je repensais à quelque chose tout à l'heure, tu parlais de sketchnoting. Quand moi Oui, j'ai commencé à m'initier au sketchnoting, j'ai été non pas happé par ce que j'allais dessiner, mais par la capacité à écouter, extraire l'information importante, choisir de façon arbitraire ce que je voulais restituer, parce qu'on ne peut pas tout restituer. Et du coup, je me suis trouvé confronté à un vrai travail intellectuel en vérité. Là. oui, Et ce que j'en ai retiré, c'est que j'avais plus réfléchi sur le sujet pour pouvoir le sketchnoter que si je l'avais simplement écouté et où j'avais pris quelques notes, tu vois. complètement. Et Ouais. je pense que ça aussi, c'est ce qui va induire chez nos étudiants, chez nos apprenants, ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire cet approfondissement de l'apprentissage fait des ancrages mémoriels beaucoup plus forts et qui plus est, si on peut le partager et l'expliquer, parce qu'en vérité, partager et expliquer, c'est un peu comme si on enseignait, enseigner étant la meilleure façon d'apprendre, je vois là se dessiner un petit peu les contours de l'efficacité de ce que tu proposes en facilitation visuelle. Oui, oui, tout à fait. Alors, il faut être conscient quand même que le sketchnoting, comme il a un côté très, on va dire, très impact visuel quand même, hein. D'ailleurs, la facilitation graphique, elle a dans cette dimension d'impact visuel ce qu'on appelle le wow, que ressentent certaines personnes en voyant le résultat. Euh, il a un côté plus chronophage, c'est-à-dire que
effectivement, suivre, alors ça c'est le travail de pro, hein, ce qu'on appelle les facilitateurs graphiques, hein, suivre un discours et le synthétiser de manière visuelle en direct, en sketch note, c'est un vrai métier. Ah Et oui. c'est bien payé, d'ailleurs, ceux qui le font dans les organisations. Figure-toi que même au forum de Davos, là, qui a Oui. un, eh ben, ils font venir des facilitatrices et des facilitateurs qui ils les montrent pas parce que c'est un peu confidentiel, mais qui viennent résumer ce qui se dit dans des très grandes entreprises aussi. Ils le font dans des réunions. Donc, ça peut être un vrai métier, mais c'est vrai que bon voilà, c'est pas. Il faut vraiment travailler. Tout le monde peut y arriver si on fait le volume. Enfin, on, on s'y penche suffisamment. Mais euh, la plupart des étudiants, je pense, qu'ils vont utiliser sketchnoting, on va dire, pour synthétiser après. Oui. Oui, Parce que oui. pendant le cours, c'est un peu un exercice d'acrobatie, hein, presque. Hein. Donc, euh, mais ce que tu disais aussi, ce qui est important, c'est être capable de dire voilà, j'accepte de pas tout mettre, de pas tout cracher. Et donc, on est loin de l'apprentissage et de la pédagogie du par cœur. Eh oui. On est sur quelque chose de. J'essaie de comprendre le principal, de mettre le, la lumière sur les points clés. Et ça, c'est une compétence essentielle dans un monde de profusion d'informations. Savoir extraire l'essence des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus, on va dire, valorisé, même dans le monde du management. Avoir une manageuse ou un manager qui te parle clairement et il synthétise ce qui se passe au lieu qu'il te balance à la figure toutes les news qu'il reçoit. Moi, j'ai vu ça quand j'ai travaillé avec une entreprise de télécommunications, il y avait dans le passage de la 5G, en fait, on a vu que il y avait énormément de nouvelles normes qui apparaissaient, de nouvelles choses, et eh bien, la 5G, la manageuse n'a pas voulu renvoyer tout ça à ses équipes, mais elle a fait une synthèse et dit, voilà ce qui est important, voilà ce que je peux vous dire sur les nouvelles normes. Elle a pas fait du copier-coller ou renvoyer les mails, et on apporte beaucoup plus de valeur et on soulage cognitivement les personnes avec qui on travaille si on est capable de leur donner les points clés aussi. Oui. Parce que on est dans une époque de profusion d'informations et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Tu vois, j'ai expérimenté ça, moi, quand il y a eu un nouveau référentiel qui est sorti sur la formation professionnelle, sur la formation de formateurs pour adultes, et le nouveau référentiel avait beaucoup de différences. Ben, j'ai fait une infographie qui a Oui, présenté le nouveau référentiel. Je l'ai mis en téléchargement parce qu'effectivement, je pouvais mettre en copie le référentiel, il téléchargeait 80 pages en avant. oui, J'ai mis les deux en téléchargement, tu sais. Et ben, j'ai oui, 90% de gens qui ont téléchargé l'infographie, hein. bien Euh, sûr. Parce que du coup, Et l'objectif pour eux, ouais, c'était de comprendre rapidement de quoi y retourner, quoi, des étapes, les voilà, différentes étapes. exactement. On est dans un moment là actuellement, l'agence du médicament en fait demande beaucoup de tests etc. avant d'autoriser des médicaments. Récemment, on a dépassé les 2 millions de pages, je crois, pour un dossier. Donc, on est dans une époque de profusion d'informations. Donc, il faut être capable, à un moment donné, d'avoir des personnes qui voient les points clés et bien sûr, on donne accès à tout le détail, mais on n'est pas tout le temps, on n'a pas besoin tout le temps de voir tout le détail en fait pour pouvoir avancer. On a besoin des points clés et après on peut se dire ah voilà dans ces points clés c'est celui-là que je vais approfondir et on va aller chercher plus d'informations. Et ce qu'apportent les outils visuels c'est le focus sur les points clés. Ça c'est un des aspects essentiels de l'approche pensée visuelle, c'est ne pas saturer d'informations, c'est créer en fait une image d'ensemble, une image qui montre les liens. Tu disais bien tout à l'heure, on modélise l'information. Et cette façon de faire, c'est une façon quand même qui est très plaisante parce qu'on ne se retrouve pas saturé d'informations. Et ça, c'est important. Tu vois aussi quelque chose qu'on voit beaucoup en entreprise qui est saturé d'informations, c'est quand il y a des présentations PowerPoint. Alors, Oui, moi, je trouve que enfin, et puis alors en vérité, tout le monde sait qu'il faut faire light, et en vérité, il faut pas light. J'ai encore suivi la semaine dernière la présentation, j'étais en observation d'un enseignant. J'ai suivi sa présentation, il a des slides avec 10 bullet points, quoi. Et en plus, il te les lit en même temps que tu les lis. Donc du coup, tu n'y arrives pas. Et c'est marrant parce qu'à la fin, je lui disais, mais il faudrait, vous savez, vous pourriez simplifier tout ça. En vérité, ça pourrait être... Ah ben non, je peux pas, faut tout mettre. Ben, dans ce cas-là, le support est pas bon. Il faudrait ben trouver autre oui. chose.
Alors, Et oui, ouais, c'est ça. lui, Il il y a le a, il y a eu sentiment, tu un. sais, pardon, il a le sentiment du travail bien fait, parce qu'il a tout mis, justement. Mais justement, faut pas qu'il mette tout. Je crois que cette info, il faut qu'on la passe à nos collègues. Vous n'avez pas besoin de tout mettre. Ils savent pas tout ce qu'il y a de toute façon. Et ce que vous mettrez, c'est bien. Et puis faites des Oui, choses plutôt qui inspirent le questionnement, plutôt que qui... En vérité, on a besoin que nos étudiants, dans leur phase d'apprentissage, se mettent en question et se posent des questions. Or, très souvent, l'enseignant, il fait qu'apporter des réponses. On ne lui demande pas de nous apporter des ouais. réponses, on lui demande de mettre en question pour qu'ils réfléchissent. Moi, je crois vraiment. Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire, hein, mais je crois vraiment que pour euh, se rendre compte de la maîtrise d'un domaine, d'un sujet, par une personne, tu vas voir si elle est capable de simplifier les choses. Parce qu'une Ouais. personne qui est capable de t'expliquer simplement les choses, c'est qu'elle maîtrise vraiment le sujet. Même si le sujet est très complexe. Il y a des très grands scientifiques, hein, qui sont Mm. capables d'expliquer les choses simplement, sans dire n'importe quoi. Euh, et, euh, et après, ils sont capables aussi de nous donner tout le détail. Mais dans une démarche d'accessibilité, de compréhension, de motivation, ils vont rendre les choses plus simples, plus accessibles. Et De une personne qui storytelling, n'arrive des pas à le fois. faire, le storytelling, le fait Mm. d'utiliser la métaphore, c'est très lié au storytelling aussi. Et on se rend compte que ça, c'est vraiment quelque part un signe presque que la personne maîtrise bien le sujet, quoi. Tu sais que lorsque je finis enfin, j'ai des étapes dans les sessions de formation que j'anime. Quand j'ai fini, la consigne que je leur donne, je fais référence à ce qu'on appelle la méthode Feynman, Oui, explique un élément complexe à un enfant de 7 ans. Et je oui, demande à tous mes étudiants de me faire une synthèse écrite pour un enfant de 7 ans. oui. Eh Ça, ben, ça touche à. Oui, ben oui, complètement. Ça, je peux te ouais, dire que ça les fait réfléchir. ben oui, complètement. Ça touche à quelque chose qu'a formulé il y a quelques années, un peu plus de 10 ans, le neuroscientifique Alain Berthoz. Il appelle ça la simplexité. C'est-à-dire qu'on donne un accès simple à des choses complexes. Ça ne veut pas dire une négation de la complexité, ça veut dire qu'on donne un accès simple. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches en fait. Il y a une couche d'accessibilité et après on peut creuser. Mais cette simplexité, c'est vraiment une démarche pour moi très pédagogique parce que elle rend les choses beaucoup plus, on va dire, comestibles, digérables Mm. par les apprenants. Et après, ça les met sur le chemin d'aller plus loin. Mais ça provoque pas un choc frontal avec la complexité d'un sujet. Ça provoque un choc progressif, on va dire. Mm. Et cette façon de faire, à mon avis, elle fait entrer beaucoup plus de gens dans les situations de réussite que l'autre méthode qui, en fait, va décourager plus d'une et plus d'un. Donc, cette simplicité, elle est essentielle à mon avis. Oui. C'est vraiment ce que tu dis, c'est la capacité qu'on a de simplifier les choses. Et quand on veut enseigner, on se doit de simplifier les choses. Il faut le rendre digeste. Et c'est, en vérité, je mesure, moi, la qualité de ce que les gens produisent à la simplicité avec laquelle ils le communiquent. Oui. Si c'est en berlificoté, si c'est tout, oh là là, je comprends pas. Tu vois, j'accompagnais un étudiant sur du rédactionnel. Et je le voyais qui souffrait. Ouais, il me dit, il me dit comme ça, oh, c'est chiant, j'y arrive pas. Je dis, tu sais que si c'est chiant à faire, ça sera chiant à lire. Oui. Donc, dans- raconte-moi tout simplement ce que c'est, pour que je comprenne. Et en vérité, le vrai effort, c'est la simplification. Ça, c'est un vrai effort. Mais Et je t'ai dit, et je, ça, oui, et tu vois, des fois, c'en est déconcertant parce que quand tu pratiques, enfin, moi, ça fait des années que je pratique le même sujet, donc j'ai réfléchi à cette simplification. Et des fois, j'arrive à des choses très, très simples. Par exemple, j'ai repris une chose qui les marque assez souvent, c'est la définition de la compétence, hein, où on part de quelque chose qui est assez complet. Puis moi, j'ai une définition de la compétence qui est très simple, qui est en 4-5 mots. Et il me dit, ah ouais, d'accord. Ah, et effectivement, quand tu pars de Le Boterf, qui a quand même bien modélisé la compétence, et puis que toi tu dis la compétence est un savoir-faire opérationnel validé, voilà, tu as posé le truc. ouais. Et par contre, c'est totalement ce que tu dis. Je les fais rentrer par cette simplification et je leur demande de développer pour arriver à Le Boterf, avec tout ce Tout à que ça fait. comprend de détails et tout ça. Et la vulgarisation, cette simplification,
c'est un travail. J'y arrive en vérité. Pour écrire ce que je viens de te dire, je l'ai dessiné. Je ne l'ai pas trouvé en l'écrivant. J'ai pris les Exactement. éléments, il y a quoi là-dedans? Ben voilà, c'est ça. Et puis ça devient 4 mots, 5 mots. Et c'est vraiment, et ça c'est quelque chose qu'on peut partager, c'est de dire, oui, si vous avez besoin, vous aussi, d'améliorer et de simplifier pour rendre beaucoup plus comestible ce que vous distribuez à vos apprenants, apprenez à simplifier les choses et utilisez la représentation visuelle. C'est une espèce de gymnastique, mais quand tu as goûté, Oui. tu y vas direct. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas expliquer quelque chose si je n'ai pas un tableau derrière moi. Ça devient pénible, d'ailleurs. Tu sais, Oui. j'ai l'impression, Non, tout à fait. euh, que, tu sais, c'est comme si tu coupais les mains à un Italien quand il t'explique quelque chose avec Oui, oui. intensité. Ça me Et fait oui, non, ça. non, mais il y a quelque chose aussi dans les outils de pensée visuelle, surtout si c'est fait à la main, comme on vient de le dire. Il y a une espèce de reconnexion à quelque chose qui est ancré en nous, qui est une pensée, une façon de faire, peut-être l'enfant qui a parce que souvent l'enfant, si tu demandes à un groupe d'enfants de 5 ans, 6 ans, même peut-être 7, 8 ans, qui s'est dessiné, tu résultes là, tout le monde lève la main. Tu reviens 10 ans après, à 17 ans, il y a même pas la moitié de la classe qui lève la main parce que pour eux, savoir dessiner, c'est faire des super dessins, euh, c'est faire des choses techniques et beaucoup se sont découragés et ont arrêté de dessiner parce que ils considèrent que, eh bien, d'abord, ils ont pas le niveau et puis ensuite de ça, c'est pas dans la façon de faire de la pédagogie. Donc, donc ils abandonnent le dessin en route. Et on se rend compte que le dessin, c'est une des premières choses que fait l'enfant dans le geste graphique. Et si on remonte un peu dans notre histoire humaine, donc euh, euh, l'homme tel qu'il est aujourd'hui a plus de 100 000 ans, en fait. Donc l'Homo sapiens sapiens, c'est largement plus de 100 000 ans, et on trouve des premières traces dessinées de 100 000 ans en Afrique. En Afrique du Sud, on a découvert quelque chose qui avait pratiquement 100 000 ans. Euh, et en fait, après, c'était sur des supports côté comme du bois ou même sur des tatouages qui ont disparu. Et on se rend compte que ces symboles, ces dessins, souvent simples, ils accompagnent la culture humaine dans le monde entier sur 100 000 ans. Et l'écriture, elle fait combien de temps qu'elle est là parmi nous? Je veux dire, peut-être en Mésopotamie, ça a 4000 ans, mais je veux dire, ici en Europe, par exemple, c'était les clercs, les lettrés, jusqu'au Mm. Moyen-Âge qui maîtrisaient ça. Donc, en fait, ça veut dire quelques centaines d'années. Donc, dans notre façon de fonctionner, les images, les dessins précèdent l'écriture, précèdent la lecture. Ils ont bien eu envie de dessiner dans les grottes, ce qu'on va retrouver Oui, en dessin rupestre. tout à fait. Comment à la base de la connaissance, à la base de l'éveil intellectuel, déjà, ils avaient ce souci de représentation. Et ils ont représenté le monde qui était autour d'eux avec beaucoup de justesse, hein. Quand tu regardes, ben, tu Oui. vois que c'est un cheval ou tu vois que c'est un bison ou un mammouth, hein, le truc. Et c'est Ah oui, et puis, vraiment, on est vraiment là. Il y a pas, on n'a pas de preuve aujourd'hui qu'ils avaient comment dire, des langages qui étaient évolués et ils étaient plus à se regarder, à voir ce qu'ils faisaient. Et puis quand tu lèves les bras bien fort et que tu cries, c'est que tu es en colère, quoi. Et puis si tu baisses hmm, la tête et que tu te blottis, tu es gentil, tu vois. Et du coup, bien avant le langage structuré, écrit, on avait déjà, ils avaient besoin de représenter. Il faut qu'ils aient eu un besoin de représenter ça. Le mec, il s'est pas levé le matin entre deux mammouths en se disant, tiens, ouais, je vais dessiner des aurochs au fond de la grotte, là où on n'y voit pas d'ailleurs. C'est c'est vrai. c'est ça le contexte, c'est incroyable. C'est incroyable Et ça. ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a une anthropologue canadienne qui a Geneviève von Petzinger, elle a à côté des images en fait de bisons, de troupeaux, de lions, etc. Magnifiques images de chevaux aussi comme à Lascaux. Dans les parois, sur les parois, pardon, euh, dans- préhistoriques, on trouve aussi des glyphes, des signes. Et elle a fait une base de données. Donc elle a visité des sites préhistoriques dans le monde entier, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, etc. Et elle a fait une base de données, elle a croisé toutes les photos qu'elle a faites et l'intelligence artificielle lui a dit voilà, bon, il y a en fait, je crois qu'il y a 32 signes, dont le carré, le cercle, l'étoile, un certain nombre de signes
qui se retrouvent sur toutes les cultures, Ouais, qui on va sont dire, universels. Qui sont universels. universelles, sur une période de 40 000 ans qui nous précède. Ouais. Et on les retrouve un peu partout dans le monde. Et donc, et souvent, dans le monde de la pensée visuelle, quand on essaie de dire voilà comment on peut représenter l'information sous forme de dessin, de pictogramme, ce sont c'est en combinant des formes géométriques simples Hmm. qui sont, on va dire, dans notre imaginaire collectif depuis des dizaines de milliers d'années. Bah Donc, oui, comme tu disais, ouais, hein, avec des traits, des carrés, des ronds et voilà, puis des triangles, tu dessines des maisons, tu dessines des arbres, exactement. tu dessines tout ce que Voilà. tu veux. En tout cas, tu dessines de façon figurative tout ce qui est autour de toi presque, hein. Oui, et ce qui est marrant, c'est que l'entreprise 3M, qui fait de la signalétique, elle a fait des recherches sur comment le cerveau interprète les images. Et d'abord, elle a conclu que ce sont les images simples qui sont le plus rapidement interprétées. C'est-à-dire que, comme on voit sur la signalétique routière, par exemple, tu vois, des points, des flèches, etc. Et ensuite, elle s'est rendue compte que ça va des milliers de fois plus vite à interpréter cette information sous forme de dessin simple que du texte. Mm. Donc, c'est aussi parce que on est en quelque sorte entre guillemets câblé pour ça, pour avoir une capacité d'interpréter des images très simples plus rapidement, parce que c'est dans notre histoire collective. Et donc ça revient beaucoup dans les supports et dans les techniques de prise de notes visuelles ou les cartes mentales, des images très simples, le sketchnoting, la facilitation graphique. Ce sont des images très simples qui vont illustrer le propos et combiner au texte, parce que le texte non plus n'est pas à, À on va dire, exclure. à exclure. Au contraire, hein, et ce qu'on appelle la théorie du double codage, qui montre lorsqu'il y a texte ou mots qui sont combinés à des images, ça crée un ancrage beaucoup plus fort en termes de mémorisation. Donc, J'y ouais, vois une deuxième utilité, moi, c'est le côté univoque de l'image. On va prendre moi, un exemple que j'ai rencontré. Tu sais, quand tu mets une ampoule, c'est une idée, c'est génial. oui, Voilà. mm, Seulement, quand tu veux dessiner une ampoule comme un élément qui éclaire, eh oui, ben, t'as marqué, tu mets ampoule et t'écris lumière dessous. voilà, exactement. Tu es obligé de mettre oui, du Et texte. oui, tu es obligé de mettre. Et du coup, c'est ce côté univoque du dessin qu'on essaie de rechercher à chaque fois, qui a du sens. Parce que du coup, enfin, moi, j'ai été piégé hein, quelquefois. Alors, j'ai pas une pratique régulière, j'ai une pratique d'usage. Quand je suis en train de faire, si j'ai besoin, j'utilise la facilitation visuelle. Mais comme tu viens de dire, ce qu'on mémorise et ce qu'on voit le plus facilement, c'est le dessin. Ce qu'on veut interpréter, c'est le dessin. Et Oui, il m'est arrivé pas mal de fois quand même, faut que je l'avoue hein, là devant tout le monde, d'avoir un dessin qui était un peu équivoque. Et du coup, c'était assez frustrant parce qu'il retenait du dessin et puis après c'est presque en l'expliquant que je me disais, ouais, quand même, quand tu lis le texte ou quand tu écoutes mon explication et que tu vois le dessin, il y a un décalage là, ça marche pas ce truc-là. Donc, c'est un petit peu, faut être prudent quoi dans cette dans cette alors, dimension. il faut être prudent. C'est pour ça que le texte doit être toujours présent pour un petit peu, comme tu disais, recentrer. Mmh. euh, et ça va aider à créer ce double codage qui nous aide à mieux se rappeler aussi. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'on va marcher sur deux jambes, en fait, hein, avec ce système-là. Il y a aussi dans la pensée visuelle une dimension ludique qu'il faut pas oublier, et qui a cultivé d'ailleurs, parce que ça donne le côté un peu motivant aussi. Ouais. Et ludique, c'est dans le choix des images, c'est dans la simplicité des images, c'est dans le côté multicolore aussi que ça peut avoir. Et ce choix ludique, il peut même s'accompagner dans une dynamique plus globale de ludification des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on va rendre les choses plus motivantes et donc dans le choix, voilà, des visuels qu'on va faire, ça peut donner envie, ça peut mettre de l'huile un peu dans les rouages, en quelque Mmh. sorte. Et Je me pose une question Philippe, quand j'entends ça, en parlant de choix d'images et tout ça. Imagine que demain, moi, j'ai comme je viens de le voir, sur LinkedIn pas plus tard que la semaine dernière, j'ai besoin de raconter mon histoire, tu vois? De storyteller un peu mon entreprise et du coup, moi, je suis, Obi-Wan Kenobi et je veux oui, t'accompagner, toi jeune padawan qui hmm, découvre la vie. Et donc là, bien sûr, la métaphore, elle est toute trouvée. Et du coup, j'utilise ces images-là. Ça marche comment? Est-ce qu'il y a
l'exception pédagogique? Est-ce que je peux mettre des images de Star Wars, puisqu'on parlait de Lucas tout à l'heure, est-ce qu'on peut mettre des images de Star Wars dans ces présentations visuelles? C'est quoi les points de vigilance là? Alors, les points de vigilance, je pense que oui, tout à fait. D'abord, Star Wars, je pense que là, tu vas toucher beaucoup de monde. Les points de vigilance, c'est pas tout, c'est par exemple, si tu prends, je sais pas moi, une thématique où il y a une partie des gens qui comprennent, par exemple, je sais pas, sur un récit de manga que beaucoup de personnes connaissent, que d'autres ne connaissent pas, euh, plus c'est universel, plus ça va être compris par tous. Ensuite, si tu prends un point de storytelling sur des œuvres que n'ont pas lu ou des films que n'ont pas vu d'autres personnes, ils vont un peu être mis à l'écart. C'est ça le point de vigilance. Ouais, Mais par c'est le contre, risque. c'est 100% d'accord. Moi, je connais même une personne qui travaille dans une grande entreprise qui a rattaché la stratégie à Star Wars et ça a fait un tabac. Il y a eu plein de gens qui ont compris, qui ont dit c'est super ce que tu as expliqué et ils l'ont raconté aux autres et, euh, et je pense que c'est très puissant. C'est vrai, le point de vigilance, c'est est-ce que tout le monde connaît cette histoire? Est-ce que tout le monde connaît ce film? Eh oui. Et si oui, c'est très puissant. Et C'est très question puissant. en termes de droit d'auteur, de droit d'usage, parce que en gros, quand j'explique à mes clients que leur client à eux est le héros et qu'eux, ils sont le guide, je leur dis qu'ils sont pas le héros, justement, hein, et je leur montre Yoda, par exemple. Hmm. J'utilise beaucoup ça, hein, parce que ça clarifie bien les choses. Je dis, Yoda, Oui, c'est pas un héros. Le héros, c'est Luke Skywalker. Et votre oui, client, c'est le héros. Donc oui, ne venez pas concurrencer votre client en tant que héros, c'est pas ce oui, qu'il attend de vous, il attend un guide. Et du coup, je me dis, mais demain, je vais faire mes présentations, je vais illustrer mes présentations avec des images de Yoda. Mais hmm. c'est quoi les droits d'usage et les droits d'auteur là-dessus? Alors, Comment t'as été moi, je suis confronté à pas, ça, toi? ouais, je suis pas spécialisé sur le sujet, mais je pense qu'il y a un principe on va dire, en quelque sorte de bon sens déjà. C'est dès que ça devient, on va dire, une diffusion au grand public, par exemple sur une page web ou sur un réseau comme LinkedIn ou Instagram, etc., faire attention. Mais si c'est pour un usage interne dans une école où il y a quelques élèves et ça va pas être diffusé sur le digital massivement, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Mais je veux dire, il s'agit de voir quel est le nombre de personnes qui peuvent être touchées. Si c'est Oui. un petit comité et que c'est pas vendu en tant que tel, il n'y a aucun souci. Euh, Sinon, il y a aussi une solution un peu alternative, c'est de dire voilà, j'ai cherché dans les images libres de droit, il y a des banques de plus en plus, des choses qui se rapprochent de Guerre des Étoiles. Mais c'est sûr que comme ça appartient à Disney maintenant à Pixar, c'est sûr que voilà, toutes les entreprises qui veulent communiquer sur la Guerre des Étoiles doivent payer une licence. Oui, je pense, Euh, oui. voilà, donc oui, c'est obligatoire. Sinon, ils seront poursuivis. Mais si c'est pour un petit comité, c'est pas pareil. Et sinon, Oui, si on veut vraiment faire être 100% sûr, on va soit on réalise nous-mêmes nos images, c'est encore mieux, c'est le top. Soit on va dans des banques d'images libres de droit. Il y en a beaucoup, hein, à Pixabay, il y en a plein qui sont libres de droit, des listes entières et qui se rapprochent et de puis, l'univers. on pourrait en parler. Il y a aussi Midjourney qui va te générer des images. Oui, Et j'ai vu l'autre jour un nouvel outil qui va être propulsé par Google, où tu vas montrer par exemple un tableau de Rembrandt ou un tableau de Van oui, Gogh qui sont plus connus, et tu vas lui dire, dans le même esprit, dessine-moi une maison, un arbre, un oui, personnage, oui. et du coup, il va s'inspirer de ça. Et là, alors, se pose la grande question du plagiat, mais là, tu as une autogénération d'images qui vont aider à tes histoires, hein. Oui, oui. Alors là, on rentre dans un domaine qui est un peu, on va dire, étourdissant. Enfin, Oui, c'est-à-dire que là, j'ai entendu parler aussi d'une IA qui dessine comme Tintin, enfin comme Hergé, pardon, la ligne ah ouais, claire. tu te rends Et compte? donc, tu lui racontes des choses et il va te faire des planches avec une ligne claire. Alors, je crois pas qu'elle est diffusée vraiment. J'ai entendu parler qu'elle existait, mais ça peut vraiment poser des questions de droit après par rapport aux inventeurs de ces styles-là. Euh, Moi, je pense que justement, ça nous met en questionnement sur qu'est-ce que la créativité, qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut faire de différent. Et il faut savoir que le vivant, il est imparfait. C'est-à-dire que regarde les formes du vivant, c'est en général rarement des lignes droites, des choses, des Oui, angles parfaitement droits, etc., des symétries parfaites.
Et cette imperfection, c'est aussi une des clés de comment on fonctionne. Donc, ce côté un peu raturé, euh, ce visage pas parfaitement dessiné, etc., ça fait le charme aussi, l'authenticité de ce qu'on fait nous en tant qu'humains sur le plan visuel. Même si une machine le reproduit, ben, ça a été reproduit froidement, pas dans une histoire, pas dans un contexte de personne. Donc, je crois que c'est important de garder cette capacité à tout déconnecter, prendre un morceau de papier, un crayon, et être capable de travailler la connaissance, d'écrire, de dessiner, pour ne pas justement être dans une logique de dépendance par rapport à ces géniales IA qui vont nous éblouir. Mais c'est un peu une tromperie parce que le but de toutes ces choses-là qu'on a créées, c'est communiquer entre nous, c'est créer du lien, transmettre les connaissances. Si c'est fait automatiquement, ben on perd le vivant et Et on on perd perd une partie de ouais, notre humanité aussi. oui, notre lien social, tout ça. Donc, l'IA, ça peut vraiment nous aider, par exemple, à illustrer des présentations, des concepts. Mais je pense, d'ailleurs, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, je les vois tout de suite, les images faites par IA. Elles sont trop polies, trop. C'est ça. Et à la fin, ça me touche plus. Je les vois, mais ça m'interpelle pas. Alors, tu Euh, sais l'effet que ça me fait, moi? oui, J'ai l'impression maintenant que c'est banal, c'est-à-dire que ça ne retient oui, pas mon attention. Je regarde là quand je fais mon fil LinkedIn, là, sur Facebook, on n'en voit pas trop, mais sur LinkedIn, ça commence à faire. Chaque fois qu'il y a une idée à donner, hop, il y a une illustration IA. Et du coup, tu sais ce que je me dis? C'est pas vrai. hum, C'est bête à dire. Oui, c'est beau, c'est parfait, mais c'est pas vrai. Donc oui, voilà. Et moi, j'ai à l'esprit ce que disait un gars qui s'appelle Julia. Son nom de famille, c'est Julia. oui, C'est le papa de Siri. Hein, c'est pas oui, n'importe qui. Il a écrit un livre qui a écrit L'intelligence artificielle n'existe pas. C'est intéressant de le lire parce que ça permet de poser la conceptualisation qu'on a aujourd'hui de ces nouveaux outils qui sont des assistants pour moi, hein, ni plus ni moins. Assistant voulant dire que c'est moi qui maîtrise et il me propose, je dispose. hum, Et il a donc écrit un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas. Moi, j'incite les gens qui s'interrogent sur l'IA à aller le lire. C'est édifiant. d'accord. Et l'autre jour, j'ai un étudiant qui me demandait justement, Laurent, mais c'est quoi la différence du coup entre nous et l'IA? Je lui ai dit, écoute, me concernant, c'est ma capacité à être incohérent. Hum, C'est-à-dire que je peux regarder trois choses qui me disent qu'il faut faire A et je reste dans ma part d'humanité en capacité de faire B. hum, Et ça, je l'ai expérimenté à d'autres moments de ma vie où dans la prise de décision irrationnelle, on arrive à préserver sa vie, on arrive à faire des bons choix qui sont autres que le choix prédicté. hum. Et ça, c'est important que l'on garde chacun pour nous, cette dimension d'auto voilà, il faut pas. L'IA en tout cas ne me pilote pas, quoi qu'il arrive. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que quelque part, si on n'est pas en train de travailler nos compétences, nos capacités à réfléchir, à l'esprit critique, et nous-mêmes à organiser l'information nous-mêmes, etc., Hmm. on se rend compte que on va être un petit peu mené en bateau Ah oui, par l'IA qui va d'abord rendre les choses faciles, puis après on va être dépendant. oui, Et bien sûr. puis, l'IA a des biais aussi parce que l'IA, elle a un cadre dans lequel elle évolue. Donc tout ce que toutes les réponses vont être dans ce cadre. Des fois, l'information dont on a besoin, c'est pas dans ce cadre-là. Donc j'imagine que l'IA, en fait, pour moi, ça va rendre les outils encore plus performants. Par exemple, les outils les moteurs de recherche, l'extraction d'informations, le fait de pouvoir aller organiser rapidement des données, les comparer. Ça, je pense que c'est vraiment imparable. Après, ça va peut-être aussi nous pousser à être encore plus humains, déconnectés à certains moments, dans l'humain pur, parce qu'on se rend compte que ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'IA n'est pas dedans. Même si on a vu le Vision Pro qui arrive où les gens se baladent dans la rue ou dans Oui, le métro en voiture. Ah, ou le en gars, voiture. il conduit, c'est de la folie. Voilà. Et donc là, il y a une superposition de deux réalités, en quelque sorte. Mais en fait, on se rend compte de le fait d'être en communication de qualité avec une personne sans avoir aucune technologie, c'est vraiment le top du top. Oui, Et le reste, c'est quand même beaucoup moins bien en termes de qualité,
de qualité de vécu, de richesse, des échanges. Alors, moi, je vois plein d'utilités pour notamment en pédagogie, et ça peut être pour les étudiants en médecine de voir les organes, pour voir aussi réparer des choses. On voit tous les conseils mécaniques, tout ça. Il y a plein d'applications, mais il faut utiliser ça vraiment avec intelligence parce que sinon on va se retrouver en fait comme des extensions nous-mêmes de l'IA, quoi. Ah, bah, Et, de toute façon, c'est une machine à fabriquer des idiots, hein. Potentiellement, oui. Potentiellement, Très oui. clairement, parce que du coup, ah bah oui, c'est l'IA qui l'a fait, ça fait 50 trucs à la minute, machin, ok, d'accord, et toi, tu fais quoi? Comment toi, tu juges la pertinence? Comment tu exerces ton esprit critique? C'est quand même la base, la finalité pour nous, c'est ça. Oui. Mm. Et aussi, il faut voir aussi une chose, c'est que dans une logique d'optimisation permanente, on perd le côté humain. C'est-à-dire que si on remplace des travailleurs, des travailleuses, des professionnels par de l'IA, peut-être qu'on a optimisé quelque chose, Mm. mais Mais on en a pour perdu, moi, on en a on perdu a beaucoup. perdu l'humain, on a perdu la relation, on a perdu le social, on a perdu tout ce qui fait que ces gens se rencontraient et faisaient des choses ensemble. Tout à fait. Et donc, pour moi, on est sur cette pente. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que je préconise beaucoup dans le visuel, même si j'utilise la technologie, hein, les logiciels, le travail à la main, euh, qui d'abord nous change le rythme, parce que tout devient plus lent. Tout devient Mm. plus lent, on est obligé de se poser. Et en étant plus lent, quelque part, on approfondit, on prend de la hauteur. Et même quelquefois, il se produit par magie ce qu'on appelle l'état de flow, le flux, où on est hyper concentré dans notre tâche et on est en un état de bien-être. Ah, tu sais, je peux te raconter ça, j'ai une expérience là-dessus, moi. J'habitais en centre-ville et j'adorais aller dans un café dont la pointe de la terrasse, tu sais, elle était Oui, triangulaire, la terrasse, et de chaque côté, il y a une route qui passait, une route très passante de ville. Lorsque j'allais boire mon petit café le matin, il m'arrivait d'amener mon livre pour pouvoir lire. Il m'était impossible de lire compte tenu du bruit ambiant, un enfant qui crie, une voiture qui oui, freine, etc. Et des matins, j'amenais mon petit cahier de dessin et je dessinais. Quelque chose d'incroyable se passe. À partir du moment où ma connexion est faite entre le papier et mon cerveau à travers ma main, j'ai une espèce de bulle, un vortex qui se crée. Je n'entends plus aucun bruit. C'est quelque chose de. oui. Je- au début, je m'en suis pas rendu compte. Je reprenais mon livre, off, ça marchait pas. Hop, je me mettais à dessiner. Ah, tac, un vortex. Ouais. Moi, Et je l'ai même vécu récemment, ce que tu me dis là, avec des enfants de collège, des élèves de collège. On m'a demandé d'intervenir dans un collège pour expliquer les principes du sketchnoting à des élèves de troisième. Eh bien, bon, j'expliquais, et puis j'avais ce qu'on appelle une caméra documentaire. C'est une petite caméra qui filmait ma main, donc hum, ça projetait ma main pendant que j'expliquais, et on s'est mis à faire des sketch notes. Et il y avait donc deux enseignants qui étaient là dans la salle aussi, et ils étaient scotchés pour voir le niveau. À un moment donné, tout le monde était dans le flow. Il n'y avait pas un bruit, on n'était pas une mouche volée. Tout le monde était concentré sur ce qu'on faisait. Et il s'est passé un moment magique comme ça. Et c'est vrai que ça crée des espaces comme ça, la pensée visuelle à la main. ça, c'est génial, tu vois. Tu Tout vois, à fait, en plus, tu leur permets de vivre une expérience unique, quoi. tout à fait. Tu vois, c'est quelque chose. Moi, j'ai jamais fait réaliser de sketch note comme ça en live, mais je vais m'appliquer. Je leur demandais de faire des trucs. Bon, j'ai pas eu cette observation, hein, de faire des résumés visuels de ce qu'ils avaient fait, mais je pense que je vais essayer ça. Je vais essayer ça et je vais l'adapter à un public un petit peu, on va dire, dispersé. Et je vais Oui, les reconnecter à leurs mains. C'est une super idée. C'est une ça super c'est. idée. Parce que du coup, Oui. ils t'ont dit des choses après à ce sujet, ce qu'ils avaient ressenti. Tu as interrogé là-dessus? Et, oui, oui. Alors, et du coup, je suis retourné après. Parce que ça a fait un peu tache d'huile, en quelque sorte. Et et il y a eu, comment dire, alors pas tout le monde, mais un certain nombre d'élèves se sont mis à sketchnoter après, intuitivement, sur plein de sujets. Et moi, ils m'ont un petit peu scotché. Je me suis dit, bah, ils ont été beaucoup plus vite que moi en progression. Euh,
Et donc après, il y a eu des sketch notes faites en mode indépendant, quoi, autonome. D'accord. Donc ça m'a paru génial. Et donc j'ai comment dire, j'ai vu ça. Et les enseignants aussi sont intéressés au sujet parce qu'ils se sont dit tiens, ça peut être un moyen aussi de faire des supports Oui. euh, ou de même alors là, on touche à un point qui pour moi est très important, de demander éventuellement aux élèves, aux étudiants, aux apprenants de créer des visuels. Ça peut être aussi une façon aussi de les mettre en position de se réapproprier la connaissance. Mais là, on touche à un point qui est hyper important, c'est qu'il ne faudrait pas que ces outils visuels deviennent un passage obligatoire. C'est qu'en fait, ça devienne, entre guillemets, quelque chose de gris, quelque chose de, Oui. voilà, allez, pour demain, faites-moi une sketch note sur tel sujet, point, et puis je vais évaluer très rapidement. Enfin, il faut que faut que ça se passe sur la base de la motivation. Et je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques années, une entreprise, une agence de communication de 42 personnes. Les deux fondateurs, en fait, étaient passionnés de carte mentale. Et donc, ils voulaient que tout le monde dans l'agence, même la compta, se mette à la carte mentale. Et on dit que tu vas venir pendant tant de jours dans l'entreprise et tu vas former tout le monde. Et c'était obligatoire. Tout le monde devait passer par mes formations de carte mentale. Donc, j'ai formé 42 personnes en plusieurs jours aux cartes mentales. Et je me suis rendu compte quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant, qu'il y avait des gens qui étaient carrément en mode résistance, quoi. Et Ben parce oui. que ça arrivait comme c'était imposé, Oui, c'est l'injonction. Il résiste à l'injonction. l'injonction. Et du coup, ça a créé quelque chose qui était vraiment pas, pour moi, pas bon parce qu'il y a des gens qui se sont mis, voilà, ils ont rejeté l'outil parce que ça venait d'en haut comme une injonction, comme tu dis. C'est ça. Donc, il vaut mieux que ça se passe sous forme de, on vous propose, vous prenez ou vous prenez pas, que c'est une injonction. Ça Bien marchera mieux comme sûr. ça. Et je crois qu'avant, vous prenez pas. On a besoin d'éduquer les gens et de leur dire, regardez, il y a un truc qui existe, c'est ça. Regardez comment les gens l'utilisent et regardez ce qu'ils en font et écoutez ce qu'ils en disent. Oui, Et après, ben, vous êtes libre de vous inscrire. exactement. Et c'est dans une boîte à outils méthodologique en quelque sorte. C'est ça. C'est ça. Tu as accès à un nouveau domaine, à une nouvelle exploration. Regarde comment, facilitation, comment ça va faciliter. Oui, Et puis, bah, un formateur, son objectif, c'est de transmettre des messages qui soient compris. Donc, du coup, si tu lui offres un outil qui lui permet de se faire mieux comprendre et qui permet une meilleure rétention de l'information, bah, on a tout intérêt à y aller. Et voilà, c'est et pour ça qu'aujourd'hui, je voulais entendre ce que tu avais à dire, Philippe. alors, j'ai une dernière chose à dire aussi, Oui. parce que beaucoup de parents d'élèves se plaignent que les enseignants qui demandent à leurs enfants de faire des cartes mentales, sous forme d'injonction souvent d'ailleurs, eux-mêmes ne font pas de cartes mentales. Alors, moi je dis d'abord, ce qu'il faudrait, c'est que avant d'aller, on va dire, mettre ça dans le contenu et demander, peut-être, si on veut le faire, hein, c'est l'intérioriser soi-même dans nos pratiques un petit peu au moins, avant de le demander aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. euh, voilà, il faut pas que ça devienne une obligation non plus pour les enseignants de faire ça. Ni pour les enseignants, ni pour les apprenants. Il faut que ce soit possible s'ils ont envie. Et s'ils ont envie, bah, ils seront capables d'expliquer encore beaucoup mieux le sujet que si on leur dit, voilà, c'est quelque chose c'est un passage obligatoire et vous devez le faire, que ça vous plaise ou non. Tu vois, quand tu parles de ça, initialement, tu sais, enfin, moi j'accompagnais des gens sur des parcours d'un an, j'avais un premier espace d'apprentissage qui s'appelait Apprendre à apprendre. Oui, Et moi, j'aime toujours, je leur disais, voilà, on parlait de la prise de notes, par exemple. Bah, vous allez prendre des notes. Alors, c'est quoi une prise de notes efficace? Bah, je leur disais, alors ils me donnaient plein de trucs, hein. Ah ouais, il faut que ça soit comme ci, comme ça. Non, une prise de notes efficace, c'est une prise de notes que vous allez reconsulter. C'est ça qui fait son efficacité. Une oui, prise de notes où tu prends des notes pour le plaisir de prendre des notes et que de toute façon elles sont ni indexées, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas d'où ça parle et c'est pas structuré. Donc la prise de notes, c'est celle que je vais pouvoir utiliser, la plus importante. tout à fait. Et sur cette base-là, je leur disais voilà, je vais vous montrer sous forme d'inventaire ce qu'on peut faire. Alors dedans, il y avait le mind mapping. Le mind mapping à la prise de notes, ça se prend bien. On a un sujet central, on peut avoir des chapitres et puis on peut avoir après des arborescences qui se déplient comme on veut. Et puis, je leur donnais aussi, moi, un format de notes que j'adore, qui est le format de note Cornell. Oui, La note Cornell qui consiste à prendre la note, à noter les points clés latéralement sur un volet latéral, et le soir, quand tu as fini ou après,
le cours, de faire un résumé toi-même avec tes mots dans la partie basse, c'est ce que tu vas retenir. Et, et au départ, tu sais, j'ai utilisé ça moi pendant mes études, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Moi, je me disais, il faut que tout le monde utilise des notes Cornell. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en vérité, j'avais beaucoup plus de résistance et beaucoup moins de gens qui les utilisaient quand je les offrais seuls comme solution que quand j'offrais d'autres solutions avec, tu vois. Exactement. Et c'est toujours l'idée de dire, choisis le meilleur outil. Les formateurs me disent tout le temps, ouais Laurent, c'est quoi l'outil pour faire ça? C'est quoi le meilleur outil? Je dis, tu sais, le meilleur outil, c'est quand même ton cerveau. Et puis après, Ouais. juste derrière, c'est l'outil que tu utilises. C'est, c'est un truc que ça, c'est, si tu as, si t'as 10 outils que tu les utilises pas, même s'ils sont géniaux, c'est pas des bons outils, quoi. Exactement. Moi, j'ai des outils comme Kahoot qui sont des super outils que j'utilise pas. Pour moi, c'est pas un bon outil, mais c'est parce que je ne l'utilise pas. Alors que c'est un très Oui, bon outil pour ceux qui l'utilisent. C'est un peu ça. Donc, je pense aussi que cette dimension, et comme tu viens de le souligner, de pensée visuelle, c'est un très bon outil si on l'utilise, si les gens en face de nous en mesurent les avantages et s'ils peuvent se le réapproprier pour eux. Si tu transmets ça et tu utilises cette façon de faire et que tu as le plaisir de voir un jour un de tes apprenants ou un de tes étudiants faire un schéma pour expliquer à un autre qui a moins compris, je trouve que c'est super pour nous, ça. exactement. Oui, tout à fait. Et Voilà. c'est là aussi la puissance de ces outils. C'est en faisant par exemple, si je te donne des cartes mentales toutes faites sur un sujet, ça n'a pas le même impact, le même bénéfice que si tu le fais toi. C'est en construisant. Oui, et d'ailleurs, tu sais, quand moi je leur demandais de me faire des cartes mentales pour résumer un cours, tu as 24 élèves, hein, tu as 24 cartes mentales différentes, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah Oui, bah oui. oui, oui, et, tout à fait. et Oui, ça veut dire que là, il y a de l'appropriation, quoi. complètement. Bon, ben Oui. voilà, Philippe. Moi, je suis sûr que les formatrices, formateurs, et puis je sais qu'on a quelques apprenants aussi qui suivent le podcast, ils vont se régaler de ce Ah, partage. mais j'espère. Oui, moi, je te remercie. J'aimerais Avec juste plaisir. échanger sur la fin avec toi. On peut suivre des formations, on peut suivre. Tu as des livres, j'ai vu. Tu peux nous en parler un petit peu de ça Oui, alors, brièvement? j'ai coécrit 3 livres sur le sketchnoting aux éditions Erol avec des psychologues. Donc apprendre avec le sketchnoting, travailler avec le sketchnoting. Et le dernier, c'était en fait positive sketching, c'est investir la pensée visuelle avec la psychologie positive. Et le dernier, j'ai publié du coup seul chez Vuibert il y a un peu moins d'un an. C'est Pro en facilitation visuelle, 63 outils de pensée visuelle, très pratico-pratique. Et je donne des ateliers de formation à la facilitation visuelle qu'on trouve sur mon blog dans le volet formation de heuristiquement.com. C'est mon blog de partage de découvertes. Et il y a un volet formation, on trouve les infos, le lien. Et donc j'organise des ateliers régulièrement, présentiels, et puis quelquefois aussi en ligne sur cette question. Et puis j'interviens auprès des organisations pour des formations, par exemple, que sur le storyboard ou que sur le sketchnoting ou que sur la carte mentale ou que sur tel logiciel, parce que je travaille beaucoup avec Xmind, par exemple, en carte mentale. Je travaille beaucoup aussi avec Geniali. Euh, donc je me suis aussi un petit peu outillé en limitant le nombre d'outils pour pas être éparpillé. Et donc je transmets là-dessus. Et puis je suis aussi passionné par toutes les évolutions, les nouveautés, parce que ça bouge beaucoup. Donc voilà, j'essaie de partager cet esprit et ces techniques dans des ateliers, dans des soit spécifiques, soit plus larges. Le plus large, c'est la facilitation visuelle, mais il y a des spécifiques sur des techniques visuelles. Voilà un petit peu le cheminement aussi. Puis j'essaye aussi d'apporter, on va dire, de plus en plus de clés, de bonnes pratiques à l'intérieur de ces techniques-là, dans un souci que tout le monde puisse s'y mettre. Ouais, très bien. Écoute, moi, je manquerai pas, en tout cas, de mentionner les différents Merci, liens et et les merci éléments Laurent. hein, dans le descriptif du podcast. Et puis, je mettrai ton lien LinkedIn de manière à ce que Fantastique. les gens puissent rentrer en contact directement avec Merci toi. beaucoup. Je te remercie beaucoup, Philippe. Et Avec puis, plaisir. écoute, j'espère qu'on se recroisera. On a prévu de se recroiser dans la vraie vie à Oui, Angoulême. exactement. Oui, C'est en tout cas, c'est quelque chose que je manquerai pas.
C'est noté. Bah oui. Pour rien au monde. Écoute, j'espère que nos auditeurs ont pris le même plaisir que nous à Oui. écouter que nous à le faire. Et je leur donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation. À bientôt. Merci. À bientôt.